VOA Afrique. Bienvenue à vous. Cette semaine, les jeunes Africains en manque d'emploi. Les diplômés affichent un taux de chômage supérieur à celui des jeunes qui ne sont pas allés à l'école. De la Tunisie au Tchad, le chômage chez les jeunes est-il une bombe à retardement pour la société? C'est tout de suite dans Washington Forum. Jeunes diplômés ou non, ils ont entre 18 et 24 ans, sont sans emploi et représentent 40% de la population active en Afrique. Une génération perdue, menaçant la cohésion sociale. Une enquête de la Banque mondiale révèle qu'environ 40% de ceux qui rejoignent des mouvements rebelles et terroristes seraient motivés par le manque d'emploi. Pour les acteurs et les observateurs de l'économie africaine, cette jeunesse désœuvrée est une bombe à retardement. Décryptage dans ce Washington Forum. Washington Forum. Le chômage touche de plein fouet la jeunesse africaine. À N'Djamena, le 4 février dernier, une marche de jeunes diplômés chômeurs était violemment réprimée. Quelques semaines auparavant, l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Maroc avaient été le théâtre de contestations sociales similaires. John Linden fait l'état des lieux sur le continent africain en quelques chiffres. Dans bon nombre de pays africains, les opportunités d'emploi sont rares, le chômage est galopant. D'après l'Organisation internationale du travail, sur les 75 millions de jeunes au chômage recensés en 2013, 38 millions se trouvaient en Afrique. Le chômage frappe plus les jeunes que les adultes. Il représente plus de 40% de la population active sur le continent. En Afrique subsaharienne, plus de 60% des jeunes diplômés sont au chômage selon la Banque mondiale. Et chaque année, des milliers d'entre eux frappent aux portes pour trouver du travail, mais en vain. Une enquête réalisée par la Banque mondiale révèle aussi que le chômage est un vivier pour les mouvements rebelles et terroristes. Au Sénégal, 19% de jeunes filles âgées de 15 à 24 ans sont sans emploi, contre 9% chez les garçons du même âge. Pourtant, le président Macky Sall avait promis la création de plus de 500 000 emplois. Même l'Afrique du Sud, considérée comme l'une des meilleures économies du continent, a du mal à trouver du travail pour sa jeunesse. 57% des filles sont sans emploi contre 49% chez les garçons. Autre exemple, la Tunisie qui affiche un taux de chômage de 33% chez les garçons et 30% chez les filles. Conséquence, chaque année, des milliers de jeunes Africains prennent la mer au péril de leur vie dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et nos invités autour de ce thème depuis Dakar, Dramane Aïdara, spécialiste des stratégies du développement de l'emploi à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ainsi qu'en direct de Paris, Didier Akoueté. Vous êtes président de Afrique Search, un cabinet de recrutement. Et sur ce plateau avec nous, une voix féminine, Sonia Dridi, vous êtes journaliste et spécialisée du Maghreb. Il y a moins d'un mois, des acteurs et observateurs de l'économie africaine étaient réunis au Sénégal lors d'une conférence à Dakar. Pour eux, cette jeunesse désœuvrée est une bombe à retardement. Dramane Aïdara, vous étiez à ces tables rondes. Pourquoi être aussi alarmant aujourd'hui ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je remercie l'ensemble des participants à cet entretien et notamment mon ami Didier Akoueté depuis Paris. Et effectivement, la question de l'emploi et singulièrement l'emploi des jeunes aujourd'hui en Afrique devient ce qu'on peut considérer comme étant une question de sécurité nationale. Des chiffres ont été montrés tout à l'heure, mais au-delà de ces chiffres ne constituent pratiquement que la face cachée de l'iceberg. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'inégalités. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de discrimination sur le marché du travail, surtout le marché du travail des jeunes. Et si nous ne prenons garde, on parle beaucoup plus de bombes à retardement. Nous pensons que si on ne s'attaque pas sérieusement à cette question de l'emploi des jeunes aujourd'hui en Afrique, nous courons vers des lendemains incertains. Et là, on parle de jeunes qui sont âgés de 15 à 24 ans. C'est ça, l'étude a été menée sur cette classe-là de la population, précisément ? Alors, en général, il faut faire une distinction lorsque nous parlons de tranches d'âge des jeunes en Afrique et dans les pays du Nord. Et dans les pays du Nord, c'est 15 à 24, voire 25 ans. Mais en Afrique, à 35 ans encore, on est primo-demandeur. C'est la raison pour laquelle la Charte africaine de la jeunesse a défini la tranche d'âge de la jeunesse africaine
de 15 jusqu'à 35 ans. Et donc, en général, lorsque nous menons des études sur les caractéristiques du marché du travail des jeunes en Afrique, on considère la tranche d'âge de 15 à 35 ans. Didier Akouete, vous dirigez un cabinet de recrutement spécialisé sur des profils africains. Qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Alors, bonsoir à tous et à mon ami Draman Haïdara également. Le premier élément, c'est d'abord qu'aucun développement ne se fait sans ressources humaines de qualité. Or, on se rend compte que malgré tout, il y a de plus en plus d'Africains bien formés dans la diaspora, y compris sur le continent, qui peuvent répondre à ce besoin de développement et de ressources humaines sur le continent africain. Maintenant, la question de fond, est-ce que ces ressources humaines disposent des qualifications nécessaires pour aborder ces transformations? Est-ce que les secteurs qui sont émergents sur le continent peuvent absorber cette ressource humaine? C'est la deuxième question. Et il y a lieu de regarder un peu plus attentivement les chiffres pour voir si, qualitativement et quantitativement, les diplômés africains de la diaspora et sur le continent africain peuvent répondre à ces offres, à cette demande folle de compétences sur le continent. Mais d'abord, selon vous, selon votre expérience, quelles sont les causes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec 60% de jeunes sur le continent qui ne trouvent pas d'emploi? Alors je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est la qualité des formations. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une très forte inadéquation entre les formations qui sont proposées sur le continent et les besoins des économies africaines. Je vous donne un exemple. Les sciences sociales représentent encore plus de 70% des diplômes qui sont délivrés sur le continent africain, alors que le marché réclame plutôt des profils techniques. Deuxièmement, 80% des jeunes Africains sortent du système scolaire sans qualification et donc sont finalement très peu employables. Et puis c'est surtout aussi la structure même des économies africaines, c'est-à-dire même si on nous donne du 5 à 10% de croissance par an selon les pays, on se rend compte que finalement c'est une croissance qui ne crée pas assez d'emplois parce que la structure des économies africaines est très tournée vers l'exportation de matières premières qui bien sûr permettait, lorsque on avait une certaine embellie du cours des matières premières, donc permettait de donner des taux de croissance importants, mais finalement l'industrie, l'économie de transformation qui généralement offre le plus de débouchés est assez absente de cette croissance africaine. Donc inadéquation très forte entre les formations et une structure de l'économie qui offre peu d'emplois. Effectivement, on reviendra en deuxième partie d'émission exactement sur comment apporter des solutions. Sonia Dridi, je me tourne vers vous. Vous avez été témoin direct des printemps arabes en Tunisie. Depuis la chute de Ben Ali, 30 000 emplois en moyenne sont perdus en Tunisie. Finalement, la révolution a desservi ces jeunes? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme désespoir, vraiment une énorme déception chez les jeunes, notamment en Tunisie, qui finalement voient que la situation ne s'améliore pas du tout. En effet, les investisseurs ont fui le pays, ou en tout cas ne se sont pas réinstallés. Il y a aussi des problèmes avec les attentats, donc le tourisme qui a fortement chuté. Et il y a une récente enquête qui a été menée dans 2 ghettos les plus pauvres de la banlieue de Tunis. Et 9 jeunes sur 10 disaient que la situation s'était détériorée depuis la Révolution, ou en tout cas pas améliorée. Donc vous voyez, l'état des lieux, c'est quand même très très grave que 9 jeunes sur 10 disent ça. Et c'est dans ces ghettos-là où on voit se développer un terreau pour l'islamisme. Alors, un terreau pour l'islamisme, mais aussi d'autres causes qui sont liées à ce manque d'emploi chez les jeunes. L'autre cause, c'est la corruption. Dans le domaine économique ou administratif, les jeunes ne sont pas épargnés. L'homme d'affaires malien Samba Batili réagissait à ce fléau qui sévit sur le continent. Écoutez-le. Pour endiguer la corruption, il faut aujourd'hui qu'on crée de la richesse. Parce que si on crée de la richesse en Afrique, les gens auront de meilleurs salaires. Je pense qu'il faut combattre ça à la racine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée de la richesse. Parler de corruption, la corruption est partout. Partout dans le monde, c'est peut-être à différents niveaux. Les États-Unis,
ne font pas exception. L'Europe ne fait pas exception. Tous les jours, vous voyez à la télé des scandales. Mais je pense que pour le cas africain, c'est d'abord, il faut qu'on crée de la richesse. Et il faut que les Africains prennent conscience que notre avenir, ça dépend de nous-mêmes. Alors, l'avenir dépend du continent. Le chômage n'a cessé de s'aggraver ces dernières années. Tous les rapports le disent. Il touche les hommes, les femmes, ayant été à l'école ou non. Nos correspondants en Afrique ont pris le pouls. Ce chômage s'explique par plusieurs facteurs. En tout cas, au Niger, on peut déjà constater l'inadéquation de la formation aux besoins du pays. Presque tout le monde est dans l'enseignement général. Alors, comment au sortir, les jeunes ne sortent pas avec du concret et du coup, les jeunes ne peuvent pas s'auto-employer puisqu'ils ne savent rien faire. Une jeunesse en chômage, une jeunesse en proie est facile à être tentée. Voyez-vous ce qui s'est passé dans une contrée du pays, par exemple dans la région de Difa, où tu vois c'est des jeunes sans emploi que les gens de Boko Haram leur offrent, soit moyennant des miettes souvent, que les gens décident d'aller se faire tuer. Les gouvernements des pays africains n'ont pas mis en place des politiques adéquates d'emploi des jeunes. Donc ça c'est une des premières causes. La deuxième cause c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui tous les jeunes en Afrique veulent aller dans les bureaux. Donc après la formation tu es obligé d'aller te spécialiser. Donc ce qui fait qu'en sortant tu n'es pas apte à travailler. Donc il y a ce déphasage entre la formation et l'emploi. Il y a l'APEJ, en plus de l'APEJ, il y a l'ANPE aussi. Il y a le FAFA, qui est le fonds d'appui à la formation et l'apprentissage. Il y a aussi ce qu'on appelle, tout récemment, l'État a créé d'autres structures telles que l'ONEF, Observatoire national pour l'emploi, qui est là pour identifier les besoins du marché de l'emploi entre l'offre et la demande. Alors justement, entre l'offre et la demande, vous étiez basé aussi en Égypte, Sonia. Est-ce que l'Égypte, la Tunisie, les pays du Maghreb souffrent des mêmes causes? Est-ce que l'absence de l'État qui prend en main ce problème à bras-le-corps est une cause? Bien sûr, je pense que c'est l'une des causes majeures. Moi, j'étais assez choquée de voir en Égypte, en début d'année 2015, la priorité du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'était de mettre en place un énorme programme pour lutter contre l'athéisme. Donc ils se préoccupaient de ce qui pour eux était un problème, l'athéisme, au lieu de vraiment s'occuper aux racines du mal chez les jeunes en ce moment, qui est le chômage. En Égypte, il y a plus de 20% pour les chiffres officiels, donc ça doit être près de 30% de chômage chez les jeunes entre 19 et 25 ans, c'est énorme. Et il y a énormément de problèmes dans le pays qui sont liés à ce taux de chômage. On parle beaucoup de harcèlement sexuel en Égypte, de violence, mais tout ça, c'est parce qu'il y a une énorme partie de la jeunesse qui n'a rien à faire. Alors voyons les causes, les rapports avancent, la crise financière mondiale, l'explosion démographique, mais aussi l'absence de vision des décideurs locaux. Ils n'ont pas pu s'affranchir des modèles de gestion conservatrice de la croissance hérités de l'époque des programmes d'ajustement structurel. Monsieur Haïdara, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que l'ajustement structurel ? L'ajustement structurel, c'est simplement le fait pour les États, dans le cadre de leur plan de développement national, d'assurer les grands équilibres macroéconomiques et macrofinanciers. Et ces ajustements structurels n'ont pas véritablement tenu compte de ce qu'on peut considérer comme étant la dimension sociale de cet ajustement, à savoir les questions liées à l'emploi, à la protection sociale et à tout ce qui peut concerner le devenir de l'homme tout court. Donc, c'est cette dimension qui a manqué dans les différents plans d'ajustement structurel. C'est la raison aujourd'hui pour laquelle, si on veut vraiment s'attaquer à cette question de l'emploi des jeunes, il faut un véritable changement de paradigme dans la définition de nos politiques économiques et de nos politiques sociales. Et d'ailleurs, la Banque mondiale elle-même l'a compris. Parce que si vous voyez le dernier rapport de la Banque mondiale, il porte sur le travail. Effectivement. Ceci peut être considéré aujourd'hui comme étant une véritable révolution. Est-ce que, monsieur Didier Akwete, est-ce que vous êtes d'accord avec ces causes avancées également ? Alors, effectivement, les plans d'ajustement structurel ont eu pour cause, en réalité, de désinvestir dans l'éducation et la santé, en particulier l'éducation, et on paie en réalité aujourd'hui les conséquences de ces plans d'ajustement structurel et aussi de la massification finalement du système universitaire. Donc la qualité a baissé de manière générale
et les États n'ont pas su réinvestir qualitativement dans le système éducatif et puis surtout de proposer des voies alternatives à l'éducation traditionnelle. Et effectivement, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette émission. Vous restez avec nous, c'est la fin de la première partie. On se retrouve tout de suite après cette pub. There are a number of elections taking place on the African continent this year. Our hope is that in Africa we see free, fair, and transparent elections that show the will of the people, that they are able to go to the ballot box, make a selection, and that their will is seen in the results, and that there are no efforts to tamper with those results. Let's have free and fair elections. That's how democracy works. And leaders who determine that they want to stay in power forever, they interfere with the process of democracy. Democracy stops when leaders demand staying in power for life. People deserve the possibility of voting without fear, of voting without violence, and seeing the results of their vote when the votes are counted. De retour dans ce Washington Forum consacré au chômage des jeunes en Afrique. Entre 1999 et 2009, le nombre des diplômés en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne a plus que triplé. Ils seront 9,6 millions en 2020, mais la plupart des jeunes diplômés choisissent les filières saturées et à la sortie de l'université, beaucoup se retrouvent sur le carreau. Ce graphique que vous pouvez voir sur l'écran montre les jeunes qui ont des qualifications, des formations, des expériences et des âges qui malheureusement ne correspondent pas aux critères des employeurs. Dans ce graphique-là, vous pouvez voir qu'il y a à peu près 15% des jeunes qui ne savent même pas où chercher des emplois et comment s'y prendre. Et enfin, sur les deux dernières barres qui atteignent entre 40 et 35%, vous voyez que ce sont les chômeurs. Ces chômeurs-là sont aussi souvent découragés, des jeunes qui à la fois sont découragés, mais à la fois vous disent à quoi ça sert au final de faire des études. On remarque ce fort taux de jeunes chômeurs qui ne savent pas comment chercher et après comment pouvoir réutiliser le cursus dans lequel ils ont été. Pour illustrer cette problématique, voici deux portraits de jeunes, un à Abidjan et l'autre à Kigali. Regardez. Je m'appelle Nango Amani Jean-Yves, titulaire d'une licence en géographie. 25. J'ai fini la licence de 2013-2014. Et je devais faire mon master 2014-2015. C'est à l'issue de ça que j'ai perdu mon père. Et quand je suis arrivé, il n'y avait pas de choix. Il y avait une place et je me suis installé pour gérer la cabine. Tout ce qui sort comme argent, ça vient de la cabine. C'est sur ça que je me base pour pouvoir peut-être envoyer un peu d'argent à ma mère, subvenir à moi-même mes propres besoins. Les ambitions sont vraiment énormes. Trouver un emploi qui va me permettre de pouvoir m'occuper de ma petite famille, être heureux dans le monde actuel. Après avoir terminé mes études, j'ai tenté de chercher le travail. J'ai passé beaucoup d'examens ici et là. J'ai tenté de faire des examens dans les ministères, dans les ONG locales. Mais je n'ai pas pu en sortir parce que, paraît-il que nous faisions des examens pendant qu'il y avait déjà des candidats. Des fois, si je voyais quelqu'un qui me connaissait, je me disais, hey, il va me voir en train de mettre des histoires comme vous l'avez vu aussi. Mais actuellement, j'ai accepté, j'ai accueilli, je n'ai aucun problème actuellement. Non, mon diplôme est conservé dans ma valise à la maison. Et pourtant, je croyais que lorsque je faisais mes études, voyant que notre pays est un pays en voie de développement, je me disais, ok, moi j'ai bien suivi, moi j'ai bien choisi le domaine. Ce qui est malheureux, c'est que parmi mes enfants, lorsque je gronde un enfant de 10 ans, allez étudier, il ose carrément me dire, toi tu as étudié, qu'est-ce que tu fais? Allez, nous allons étudier
Il n'y a pas de quoi à nous insulter ou à nous gronder. Nous sommes toujours en présence de nos invités, Sonia Dridi, journaliste spécialisée sur le Maghreb, ainsi que Draman Haïdara depuis Dakar de l'OIT, et enfin Didier Akwete, président d'Africa Search. Je me tourne vers vous, Didier Akwete. Des jeunes chômeurs découragés, désespérés, comme vous l'entendez dans ce reportage, même s'ils ont des diplômes. Est-ce que vous avez un conseil sur les filières qui portent aujourd'hui ? Alors, il y a d'abord les filières techniques, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique aborde quand même une phase pré-industrielle avec beaucoup de besoins dans les métiers liés à l'énergie, l'électricité, les télécoms. Et on voit bien que ces secteurs embauchent beaucoup plus aujourd'hui. Donc, il faut définitivement privilégier les filières techniques. Alors, les filières techniques, ça ne veut pas forcément dire des profils d'ingénieurs. Ça peut être des bacs professionnels, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne font pas d'études supérieures. Ça peut être des profils bac plus 2, jusqu'à des profils d'ingénieurs, mais définitivement, les métiers techniques ont le vent en poupe aujourd'hui. Deuxièmement, ce qu'on appelle les métiers support. Aujourd'hui, vous voyez avec ce développement de la classe moyenne, l'apparition de cette consommation, vous avez les fonctions commerciales qui se développent énormément, les fonctions marketing, etc. Donc ce qu'on appelle les fonctions support, comme les fonctions finance au développement des entreprises. Donc voilà déjà deux types de filières techniques et ce qu'on appelle les fonctions support, qui aujourd'hui recrutent beaucoup plus que des profils comme la sociologie, la psychologie, la science-économie de manière générale, ou le droit. Alors ce sont des besoins qui sont devenus très faibles aujourd'hui sur les marchés africains. Effectivement, des initiatives sont déjà en place sur le continent, comme celle de Tion Nyang, partenaire avec le chanteur Akon, d'une initiative d'électrification de l'Afrique. Écoutez-le. C'est nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, quand on regarde les médias chaque jour, qu'on voit traverser cette Méditerranée, qu'on est en train de perdre partout. Et on ne peut plus continuer à regarder ça. Nous, on doit jouer un rôle pour ça. C'est pourquoi ce qu'on est en train de faire, le cœur de ça, c'est la création d'emplois d'abord. Vous voyez, aujourd'hui, on a plus de 5000 et quelques jeunes dans le continent qui sont en train de nous aider à travailler. Mais au-delà de ça, on voulait faire ce transfer of knowledge, c'est-à-dire former ces jeunes, leur donner les skills nécessaires pour qu'ils puissent eux-mêmes nous aider à installer et maintenir, faire la maintenance de ces lampadaires. Au-delà de ça, on a vu que ces jeunes ont besoin d'être formés. On a lancé ce qu'on appelle la Selector Academy au Mali. Former les jeunes et quand ils sortent de leur formation, ils ont les emplois qui les attendent. Alors vous avez été nombreux à réagir sur ce sujet. Voici quelques-unes de vos réactions sur Facebook. Angame Tsam à Seattle, la vieille classe politique n'a aucune vision et ne fournit aucun effort pour sortir les jeunes du chômage. Ils sont déconnectés des réalités et ne font que s'enrichir avec leurs familles. Ils seront surpris quand l'Afrique sera le premier producteur de djihadistes. Alpha Aïssatou Silla à Conakry, en Afrique, précisément en Guinée, dit-il, l'État forme des chômeurs. Messieurs, Monsieur Haïdara, je me tourne vers vous. Une réaction par rapport à ces commentaires de Facebook de jeunes Africains? Oui, c'est vrai qu'une des causes essentielles du chômage des jeunes en Afrique se trouve dans cette inadéquation formation-emploi. Et au début de l'émission, on avait avancé quelques chiffres, quelques statistiques. C'est vrai que le chômage des jeunes est 2 à 3 fois plus élevé que le chômage général, mais celui des jeunes de l'enseignement supérieur est encore 3 à 4 fois plus élevé que le taux normal. Alors qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui on étudie mais on se retrouve sans emploi? Parce que simplement, les types d'enseignements qui sont donnés ne sont pas des enseignements qui sont adaptés aux réalités du marché du travail en Afrique. Et si vous constatez, aujourd'hui en Afrique, tout le monde veut aller vers l'enseignement supérieur. C'est lorsqu'on a échoué dans le cursus universitaire normal qu'on se rabat vers l'enseignement technique ou la formation professionnelle. Donc ce qui suppose aujourd'hui qu'il faut une véritable valorisation du système d'enseignement technique et de formation professionnelle. Parce que c'est là
où on peut trouver des répondants au niveau du marché du travail. Sonia Dridi, en Afrique du Nord, les chiffres rapportent que près de 31% des femmes, contrairement à 16% en Afrique subsaharienne, 31% des femmes ne travaillent pas, sont au chômage. Qu'est-ce qui explique cette différence sur un même continent? Je pense qu'il y a la culture, la tradition, où surtout les plus anciennes générations, la tradition fait que les femmes restent plutôt à la maison, surtout dans les villages, puisqu'il y aura une différence entre Tunis, par exemple, et les villages dans le sud du pays ou ailleurs. Et donc c'est pour ça que je pense que l'espoir, il est vraiment dans cette jeune génération. Les femmes de la jeune génération veulent travailler. Je vois par exemple au Maroc beaucoup de jeunes qui vont se former à l'étranger et qui reviennent. Donc ça, c'est quand même, ça apporte de l'espoir. Et puis je pense un peu ce dont on a parlé, la technique, aussi les réseaux sociaux qui font qu'on est plus au courant de ce qui se passe. Beaucoup d'entrepreneuriat par exemple en Égypte. Donc je pense que vraiment la jeune génération va trouver les outils pour... mais il faut qu'il y ait un soutien des gouvernements, évidemment, ce qui est absent. Alors en Afrique subsaharienne, la Banque mondiale parle de 60% des chômeurs qui sont des jeunes, avec chaque année près de 10 à 12 millions de jeunes arrivant sur le marché du travail. Comment insérer ces jeunes recrues potentiels sur le marché du travail? Didier Akouete, est-ce que vous avez une idée dans votre cabinet de recrutement? Ça représente un vivier énorme. Non, effectivement, si vous voulez, aujourd'hui, le secteur privé africain, qui est constitué de 90% de PME, est un formidable vivier de recrutement de jeunes diplômés, pas forcément du supérieur, parce que je le rappelais, tous les Africains ne doivent pas forcément aller étudier à l'université, et ce n'est même pas le cas. Donc, aujourd'hui, un formidable vivier de PME africaines peut embaucher ces jeunes diplômés, ces étudiants, si on leur offre des formations qualifiantes, des formations professionnelles. Ça veut dire que la proximité entre le secteur privé, donc les entreprises, les centres de formation professionnels qu'on doit multiplier davantage, devrait donner une première réponse. Deuxièmement, c'est l'entrepreneurship. Vous savez, l'Afrique est une terre d'entrepreneurs. Les jeunes entreprennent, prennent des initiatives, mais il faut plus d'encadrement. Donc il faut créer un peu plus d'incubateurs, un peu plus de fonds d'accompagnement de ces jeunes, à condition effectivement qu'on les oriente vers des secteurs porteurs à potentiel, qu'on les accompagne, qu'on leur donne une partie du financement et qu'on les insère en fait dans un processus, une chaîne de création de richesse et de valeur avec des PME, des grandes entreprises qui servent un peu d'incubation également et de débouché pour l'ensemble de ces jeunes, parce que finalement, les entreprises ne créeront jamais, en tout cas, vu la structure des économies, 12 millions d'emplois par an pour les jeunes. Donc l'auto-entrepreneur doit être une réalité à condition que ce soit accompagné, et les PME qui constituent donc un gros vivier pour tous ces jeunes. Effectivement, Monsieur Dramane Aïdara, un dernier mot. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, il faut absolument miser sur la formation et sur les partenariats publics-privés? Oui, c'est des solutions alternatives, la formation et l'éducation tout le long de la vie, et la valorisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'entrepreneuriat des jeunes, comme le disait tout à l'heure mon ami Didier Akouete. Mais je pense que tout ceci doit être complété par des politiques macroéconomiques pour soutenir une croissance inclusive riche en emploi. Donc il faut des gouvernements. Parce que les politiques macroéconomiques peuvent influer sur l'emploi des jeunes par encourager la diversification économique et la transformation productive. Ça permet également d'alléger les contraintes sur la croissance du secteur privé, en particulier l'accès des financements pour améliorer les petites et les moyennes entreprises, mais aussi réduire l'impact négatif de la volatilité économique. Merci Monsieur Aïdara, c'est déjà la fin de ce programme. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro, ainsi qu'à la chaîne TV Évasion à Conakry qui diffuse Washington Forum.